Sean Kidney again. I am here to welcome my good friend John Morton, who has a fabulous title. He's counselor to the US Secretary of Treasury, Janet Yellen. We're going to find a little bit more from John about what that means, but he's also got a few things he's going to tell us about what's going on in the US, what the Treasury is thinking about, and so on. As much as he can tell us, of course, as you know, it's all these things are a little bit tricky. John, welcome to the conference. Thank you so much for being here. Sean, great to be here. Appreciate the opportunity to speak with you and your friends today and your guests. Thank you. We've got about close to 3,000 people around the world registering this. I suspect every single one is going to be dialing in now because, of course, the big mystery is what kind of things are we going to see out of the US Treasury and the US government, given the extraordinary, let's be clear about this, commitments the Biden administration has already made, the 50% by 2030 target. And we're well aware that the administration is very focused on 2030 as much as 2050, which is so important, the IPCC tells us. So what's the Treasury role in doing this, given you're specifically supporting US Secretary of Treasury Janet Yellen on this? Yeah, thanks, Sean. Treasury's got a big role to play, but the important thing is, from a year ago, from even 9 months ago, that we're able to have this conversation and talk about the great things that Treasury is doing and that this administration is doing at the federal level. Obviously, start with the umbrella or the chapeau, which is that this administration is prioritizing climate change, frankly, like none other that has come before it. I served for 7 years under the Obama administration, including in the White House for President Obama, and climate change was a priority, but not nearly as high a priority as it is now. So the good news story here is that we are across all of government really prioritizing action on climate change, domestically, internationally. And my position at Treasury is a new one and an indication of the seriousness with which the Treasury Department is taking this issue. Counselor to the Secretary, I report directly to the Secretary, and my job is to help manage, coordinate, and elevate climate change and Treasury's climate-related actions to the Secretary level to ensure that our actions are commensurate with the scale of the challenge, but also the scale of the economic opportunity that we believe is embedded in the transition to a low-carbon and indeed net zero economy. And that's what makes Treasury such an important and exciting place to be working on climate change, because Treasury oversees and has very, very strong equities and authorities in tax policy, in budget policy, in regulatory and oversight issues. And of course, we are the voice and the vote of the US government on the international financial institutions and the multilateral development banks as well. So in the international sphere, we have an outsized impact as well. So across all those issues, tax, budget, regulatory oversight, international relations, international development policy, Treasury is working actively on climate change. And if I could just say, the frame and the overarching objective of Treasury's climate activities, as laid out by the Secretary and as implemented by me and a small group of people at Treasury's Climate Hub, working with the team across the entire department, is to enable and affect the transition. Et nous avons l'équipe. L'équipe maintenant, c'est de pouvoir permettre cette transition vers l'économie à émission zéro. Alors, quand nous pensons aux possibilités que nous avons, nous pouvons accélérer la transition pour la réduction justement jusqu'à 2030 et nos émissions zéro jusqu'à 2050, ce qui implique informer les participants du marché de ressources climatiques et les impliquer, leur apprendre les meilleures pratiques, établir des objectifs, des métriques, des stratégies liées aux investissements climatiques, à participation dans ce marché pour réduire et pour retirer les combustibles fossiles, réduire les émissions, mobiliser les finances pour cette transition. Beaucoup du travail que nous faisons est sur l'utilisation du financement public pour mobiliser
un plus grand volume de financement privé pour parvenir à atteindre ces objectifs. Et dans le travail, dans le Trésor, nous voyons ce travail sur comment aider les flux du marché privé pour appuyer cet objectif d'émission zéro jusqu'à 2050. C'est quelque chose de très vraiment intéressant. Je dirais que c'est de la musique pour nos oreilles et les étapes suivies par le gouvernement Biden jusqu'à maintenant ont été fantastiques pour voir que vraiment ils prennent ça au sérieux et comment ces objectifs, ces défis qu'il faut saisir sont importants. Vous avez parlé de mobiliser le capital. C'est un des aspects qui fait partie justement des aspects dont nous avons parlé ici. Dites-moi comment on peut faire ça, ce qui peut être fait, quel est le rôle des investisseurs. En fait, je vais commencer ici par une observation que j'ai faite quand je suis revenue vers le marché après un temps en dehors. Je pense que le succès des administrations antérieures, comme le gouvernement Obama et des pays de l'OCDE et du G7 dans le changement climatique, il y a 10 ans, a été justement basé sur des budgets concentrés sur le climat. Dans cette nouvelle étape, nous devons juger les actions d'après toutes les actions qui peuvent avoir un impact en dirigeant les marchés privés vers des positions d'investissement plus verts. Nous savons depuis longtemps que le financement public n'est pas suffisant pour résoudre toutes les questions et nous avons maintenant ces caractéristiques économiques qui pèsent, qui ont tout un sens, ça se tient de ne pas investir dans les actifs bruns. Nous savons également cela, mais il nous faut investir dans les investissements verts quand on examine les risques. Il y a une grande différence par rapport à la position où nous étions il y a 5 ou 6 ans. Et l'innovation, les emplois de l'innovation dans le futur sont dans les secteurs et solutions vertes et propres. Et nous déclarons que c'est une question de principe et même d'espoir. Nous voyons cela se passer tous les jours dans notre économie. Nous avons donc ces vents économiques qui nous poussent dans la direction correcte avec des encouragements par les paquets qui peuvent être alimentés par notre gouvernement et nous parvenons à voir et à convaincre les investisseurs à travers de stimulus forts, non seulement des millions de dollars, mais des centaines de millions de dollars pour aider à la transition. Et c'est très important. J'ai vu une statistique hier, je n'ai pas encore pu vérifier pour voir si c'était vrai, mais nous parlons d'environ de 50% des investissements institutionnels où il y a vraiment un engagement d'émissions zéro lié à la gestion dans les actifs. C'est vraiment une position très différente de celle où nous étions il y a 2 ou 3 ans. Alors, comment on va employer cela? Quelle sera l'efficacité de ces mesures? Tout cela appartient à la taxonomie. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être faites et qui vont accélérer cette transition. Oui, les changements ont vraiment été très grands. Ils ont dit hier que la dette labellisée comme labellisée ESG de 2% à 22%. Et les investisseurs de Fidelity ont dit que les États-Unis se dirigent dans ce sens très rapidement. Alors, c'est très bien d'entendre ça et de voir les opportunités qui surgissent. C'est fondamental. Et le principal, c'est s'assurer que ce qui va changer, c'est ce que nous pourrons connecter. Il faut vraiment lier cela au capital privé et également aux emplois. Il y a des transitions à être faites et la gestion doit bénéficier de tout le monde. Et vous, aux États-Unis, vous êtes en train de plonger dans cette transition qui est liée à
vous êtes parvenu à créer une loi d'infrastructure approuvée par le Congrès et cela semble être le bond vers l'avant que vous attendiez et que l'on attendait et qui mène à cette structure verte. Enfin, comment est-ce que vous allez employer ces outils que vous avez pour pouvoir mobiliser le capital pour aider à obtenir cela? Nous avons un trillion de dollars quand nous parlons de dizaines de trillions. Comment est-ce que vous voyez cela? Bon, comme vous le savez, par votre domaine de travail, les marchés se déplacent d'une façon, disons, croissante, mais ils ont un peu une mentalité de troupeau souvent. Et une des choses les plus importantes que nous pouvons faire dans un gouvernement, dans cette administration, c'est rendre très clair non seulement la direction du gouvernement, du mouvement dont nous parlons et qui se dirige justement vers l'émission zéro et qu'il n'y a pas de retour en arrière, c'est vers le vert. Alors quand les marchés financiers comprennent et internalisent cette idée, et cela se passe très rapidement, jusqu'aux derniers 3 jours, nous avons eu plusieurs conversations avec des institutions publiques importantes, des institutions financières qui essentiellement nous demandent de faire ce pont, disons, et de bien expliquer qu'il n'y a pas de retour en arrière dans ces organisations. Il y a parfois des points internes de résistance qui ne veulent pas changer, mais on a besoin de quelques réunions justement pour prendre des engagements qui sont très importants, non seulement pour maintenant, mais pour le portefeuille des activités et des investissements, des choses où nous ne pouvons pas ne pas avoir un succès. Et il nous faut continuer de déclarer notre engagement par rapport à cette transition. Et je pense que ce projet de loi, cette loi, va vraiment changer les choses. J'arrive à sentir cela déjà avec des mesures de création d'emplois qui vont donner un nouvel élan à l'économie, qui vont la faire aller de l'avant en utilisant les volumes financiers et le secteur financier. Et notre travail est de donner cette certitude de cet engagement dans la mesure où nous le pouvons. Et une des façons de le faire est justement grâce à ces nouvelles que nous avons de ce marché des finances climatiques qui est justement de donner ce rapport donné par le Conseil de santé de stabilité financière au président qui sera fait par un décret émis cette année et c'est ce conseil qui est présidé par le secrétaire général qui a 15 régulateurs indépendants comme autres membres. Nous avons toutes les autorités régulatoires aux États-Unis et ce qui se passe, c'est que tant que le Trésor, qui n'est pas un régulateur, nous n'avons pas ce genre d'autorité. Nous ne pouvons pas dicter aux régulateurs indépendants ce qu'ils peuvent faire, mais nous pouvons les aider à développer des programmes pour les réunions du Conseil. La première réunion de le secrétaire a participé était justement sur ce changement. Le rapport sera publié par le Conseil avec un ensemble de recommandations pour le président qui sont liées à l'éducation et au changement. Et je pense que cela sera suivi par ceux qui travaillent avec nous parce que je pense que ça va indiquer un chemin à être suivi pour faire des progrès et cela va nous donner de forts signes d'où les agences régulatrices pointent, disons, vers où elles se dirigent. Et je pense que ça va être très important. Ce sont des nouvelles très, très bonnes. Et vous avez dû voir ça ici. C'est une partie fondamentale pour le développement qui va avoir lieu aux États-Unis pendant les prochaines années. Nous avons beaucoup d'investisseurs aux États-Unis qui pensent à cela, j'en suis sûre. Je voudrais soulever une autre question. Les données qui sont liées à l'infrastructure, pensons par exemple à un phénomène
une difficulté pour établir quelles sont les structures qui peuvent être éligibles ou être candidables, quels sont les projets verts aux États-Unis. Et vous avez donc parlé qu'il y avait un programme. Oui, nous avons ce programme dans notre infrastructure et je dirais que la question que l'on reçoit pour les institutions financières, c'est celle-là. Voilà, on est en train d'appliquer de l'argent, d'investir et c'est très bien, c'est très bien et on a une variété de données et de métriques qui sont là et on aurait un peu plus de bénéfices si on avait un peu plus de cohérence du point de vue des bénéfices et des données, disons, et des métriques. Alors, en fait, nous sommes dans une phase du développement du marché où cela est nécessaire et entre nous et les autres 3000 qui sont présents ici dans la conférence, nous essayons de déterminer la meilleure façon de promouvoir ce débat. Ce n'est pas une surprise. Nous ne serons pas en position de pouvoir faire une approche de la taxonomie de haut en bas. Nous reconnaissons ce besoin et également nous reconnaissons la barrière créée par le manque d'harmonisation des données pour permettre aux fonds financiers d'atteindre cet objectif zéro. Dans ce chemin vers l'émission zéro, il nous faudra évidemment travailler sur cette question des données, qu'il nous faudra vraiment améliorer, peaufiner. Et ce n'est pas seulement nous dans le Trésor, il y a d'autres agences, d'autres départements qui devront travailler sur cela. Alors, nous voyons tout cela. Et je voudrais maintenant passer à une autre question dans cette conversation. C'est un des thèmes de notre conférence et le sommet a vu vraiment un grand progrès et je donne un 20 sur 20 pour le département de l'État pour amener ses engagements sur la table de négociation. Et maintenant, en parlant de ces métriques et ces détails, en fait, tout cela représente un changement très important. Avant, on n'avait pas cet engagement zéro et maintenant, tout est en engagement zéro pour 2050. Et nous avons le court terme et le moyen terme. Ça fait partie justement du programme. Nous allons en parler. Et c'est un moment justement de coopération des grandes économies. Nous avons des pressions pour pouvoir aider à diriger les choses. Et l'idée est d'avoir une collaboration entre les différents acteurs, la Chine, l'Inde, l'Europe. Si cela se met d'accord, le reste du monde va suivre. Comment est-ce qu'on fait cela? Quelles sont les opportunités dans ce sens? Je suis curieux de savoir ce que vous pensez sur cela par rapport à toutes les autres choses qui sont en train d'être développées. Le climat a toujours été assez spécial, si je peux utiliser cette parole, mais ça a vraiment toujours été quelque chose de différent. C'est quelque chose qui unifie du point de vue international, mais qui également divise les gens quand il s'agit de gouvernement. J'ai passé plus de temps en Inde et en Chine à travailler de façon constructive que dans le gouvernement. Et il y avait beaucoup d'accords et je pense qu'entre les principales économies, il y a, je ne veux pas exagérer, mais je crois qu'il y a un esprit de collaboration pour les conversations sur le climat. Ce n'est pas au niveau seulement au niveau de l'État. Je ne dis pas que ce soit vraiment incroyablement difficile à négocier.
Nous sommes en train de travailler avec la Chine pour améliorer leur prochain NDC et c'est une conversation difficile, mais je pense que la dynamique qu'il y avait il y a peu de temps par rapport au changement climatique, qui était un résultat zéro, disons, maintenant n'est plus le cas. Disons, par exemple, plutôt cette année, je crois que c'était en mars, avant le G7, un groupe de pays s'est réuni et s'est mis en accord pour créer un programme d'accélération de transition du charbon et qui a été le premier programme, le premier fonds géré par les Climate Investment Funds, le fonds climatique, pour aider les pays à accélérer leur accélération de décarbonisation, disons, par rapport au charbon. Et l'idée était toujours, on va mettre plus d'argent sur le solaire, sur les éoliennes, ceci et cela. Mais jusqu'à ce que nous trouvions des façons d'accélérer le dessaisissement des actifs en charbon, nous ne parviendrons pas à ces objectifs de neutralité zéro, etc. Alors, nous voyons de nouvelles coalitions qui se joignent autour de nouveaux défis, décarbonisation industrielle, défense des solutions basées sur la nature, adaptation. Il y a plus d'innovation dans ces défis plus difficiles qu'il n'y en avait avant. Et nous avons vu cela également dans la stratégie qui a été développée plus tôt cette année par les États-Unis en doublant justement les budgets et les engagements liés aux effets climatiques, y compris nous sommes en train, par exemple, maintenant de travailler avec la Chine dans le contexte du G20. Nous avons un dialogue très ouvert avec la Chine dans les choses liées à la durabilité et dans la direction où les marchés peuvent se diriger dans ce sens. Et c'est vraiment ce qu'on disait du côté de la Chine. Il y a un coût justement pour travailler sur ces aspects. Et il y a beaucoup à partager dans ce programme commun. En Europe, nous sommes en train également de travailler sur la question du charbon. Et nous allons demain entendre parler justement de la transition sur le nouveau projet des aciéries aux Asturies qui impliquera justement un nouvel objectif aux industries de charbon et ce qui permettra, disons, une transition vers le gaz liquide pour devenir plus vert. Et c'est sur cela qu'on va travailler. Et j'imagine que c'est un motif d'avoir de l'espoir. Oui, mais je pense que oui, c'est vrai. C'est difficile d'être dans ce travail si on n'a pas de l'espoir quand on regarde vers l'avant. Et on peut attendre deux choses. D'abord, justement, le côté économique, nous voyons justement beaucoup d'effets bénéfiques dans les nouvelles technologies qui touchent au changement climatique et qui ont des aspects positifs et qui affectent justement les actifs économiques et la pression des parties prenantes, de CSOs, de ONG dans le monde qui finalement a eu un résultat en créant une pression sur les investisseurs institutionnels d'une façon très efficace. Et quand on a 5% du PIB qui est mondial, qui est dédié consacré à la neutralité et qu'on a un horizon de 25 ans pour les investissements et qu'il faut augmenter ces fonds et avoir des résultats et qu'il faut avoir des succès en 7 ans, il faut vraiment réfléchir à l'intensité carbone parce que vous savez que l'intensité de la surveillance autour de ce secteur sur lequel on est en train de miser ne va être pas moindre en 7 ans, ce sera plus, en fait, plus lourd.
Et on sait qu'il y a justement une grande surveillance sur ces actifs. Alors, tous ces facteurs se combinent pour nous faire nous déplacer bien plus vite que nous le pensions avant et que les gens ne se rendent compte dans une position où le capital sera utilisé et le capital sera utilisé, comme je l'ai dit, d'une façon plus cautionneuse pour faire cette transition. Je peux dire que du point de vue des investisseurs institutionnels et des États-Unis, il y a vraiment un engagement très fort. Nous avons vu cela dans plusieurs situations de succès et nous voyons que l'argent arrive. Et maintenant, ce que nous voyons, c'est les transactions. Et c'est pour ça que l'infrastructure est si importante et c'est pour ça que nous parlons. Malheureusement, nous avons fini. Merci beaucoup de vous être joints à nous. Merci beaucoup d'avoir participé. Et le public a beaucoup aimé. Il y a beaucoup encore à faire, mais le monde est en train de changer. Merci beaucoup. Et nous allons accélérer ce changement. Alors, bonne chance. Nous avons besoin que vous en ayez. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette opportunité de pouvoir vous parler aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci.